L'invitée de 15 cette semaine, c'est Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Bonsoir. Bonsoir. En cette journée internationale des droits des femmes, que souhaiter aux femmes françaises et du monde? Alors tout d'abord, aux femmes françaises, leur souhaiter de fêter largement la grande victoire de l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution. Leur souhaiter que cette victoire, elle, se réalise, concrètement. On a encore beaucoup à faire sur l'accès à l'IVG en France. Près de 20 des femmes en France qui ont accès à l'avortement doivent changer de département pour y avoir accès. Je crois que c'est la prochaine bataille. Mais je leur souhaite aussi, l'égalité salariale, la fin des violences et la fin, des représentations sexistes qui, je le dis, puisque je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui chez vous, persistent en France et ne se résorbent pas. Et pour les femmes dans le monde, c'est vaste. Ouais, et pour les femmes dans le monde, on a une tendance, mondiale à, un accroissement des forces, réactionnaires, du populisme, du néofascisme qui, quand ils arrivent au pouvoir, on le voit, dans tous les pays où ça a été le cas, s'attaquent aux droits des femmes, aux droits des minorités sexuelles et de genre. Et j'espère que le mouvement qu'on a lancé en France, qui est arrivé à changer la constitution, parce qu'on l'a pas fait tout seul, les parlementaires, hein, ça a été vraiment un mouvement collectif de la société, que ce mouvement, impulse dans le monde un espoir au sein de la communauté féministe, un espoir, mais aussi une force. Et je pense vraiment qu'on a réussi à montrer que grâce à la mobilisation, on y est arrivé. Et en fait, les féministes françaises, elles sont pas meilleures que les autres. Si on est arrivé à le faire en France, je suis sûre qu'on peut arriver à battre les réactionnaires et les anti-IVG partout dans le monde. Alors justement, vous l'avez dit, vous vous êtes battue pendant 1 an et demi Ouais. pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Vous avez gagné. Mmh. Comment vous vous sentez? C'est très, très difficile à décrire, on m'a beaucoup posé la question depuis la semaine dernière et j'ai toujours pas trouvé, le mot qui correspond à cette émotion. Je crois qu'il n'existe pas. Faut faire un néologisme. Non, mais ouais, mais voilà, ça a été une émotion très, très intense quand on a gagné le vote au Sénat. Vous l'avez dit, je me suis beaucoup battue là-dessus pendant, longtemps, depuis le début de mon mandat. Ça faisait 1 an et demi que vraiment, de manière quotidienne, c'était, voilà, du travail constant, constant, avec beaucoup d'émotions pendant ces années, parce que ça a été un parcours aussi, humain, partagé avec, d'autres parlementaires, avec des féministes, avec des militantes, avec, mes amis, des gens de ma famille qui partageaient tout ça. Et en fait, quand on a commencé, je l'ai dit souvent, mais je veux le répéter parce que je pense que ça a un impact symbolique important. Quand j'ai commencé tout ça, tout le monde me disait que c'était un très beau combat, mais que c'était absolument infaisable, que c'était impossible, que jamais le Sénat, avec sa majorité, très conservatrice, ne pourrait voter, quelque chose de pareil, surtout pas si c'était porté, par quelqu'un comme moi, une jeune, sénatrice, lesbienne, féministe, tout ça. Et en fait, réaliser que malgré, l'impression que tout le monde avait que c'était impossible, en étant quand même très têtu dans la vie et en se battant avec les bonnes personnes et de la bonne manière, on peut y arriver et y arriver aussi bien parce qu'on a vu le vote. Non seulement on a gagné, mais on a gagné tellement largement. Ça a été une victoire qui a pu être partagée par l'ensemble de la société. C'est une émotion, voilà, très, très forte que j'ai du mal à décrire, mais voilà, c'est un accomplissement, assez extraordinaire. Est-ce une vraie avancée? Parce que beaucoup pointent du doigt un problème de vocabulaire. On parle de liberté garantie et non d'un droit. Cette liberté, elle va être inscrite dans l'article 34 et pas dans l'article 1er. Est-ce que les femmes n'ont pas encore été flouées finalement? Alors, d'abord, évidemment, moi, la première proposition de loi que j'avais déposée, je trouvais qu'elle était beaucoup mieux que le texte qu'on a voté. Donc, chercher comment on aurait pu écrire quelque chose de plus ambitieux, de plus protecteur, on peut le faire. Et moi, j'ai pas de mal à le faire, je sais même, quelle formulation parfaite j'aurais voulu voir dans la Constitution. Mais, le truc, c'est que faire de la politique, c'est essayer de faire le mieux possible, mais de faire surtout. Et en fait, moi, j'ai toujours dit depuis le début de ce combat que le meilleur texte possible, c'était le texte le plus ambitieux possible qui avait la capacité d'être adopté. Donc mon texte parfait, que j'aime beaucoup,
je sais que j'avais pas la majorité pour le faire adopter. Et donc, de la même manière qu'en 1975, quand on a adopté la loi Veil, il y a eu un compromis qui a été fait, qui a été trouvé entre la gauche et une partie de la droite sur un texte qui n'était pas le texte parfait que voulait la gauche, mais qui était le texte qu'on pouvait faire adopter à ce moment-là et qui a été le début nécessaire, indispensable, au long chemin qu'on a fait depuis et qu'on a continué à construire aujourd'hui avec l'IVG dans la Constitution au sujet du droit à l'avortement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que cette formulation, elle est quand même bien, même si elle n'est pas parfaite? Et la réponse est oui. La formulation qu'on a trouvée, même si on aurait pu être plus précis, utiliser d'autres mots, etc., elle permet très clairement deux choses, à la fois de garantir absolument qu'on ne pourra plus jamais interdire l'IVG en France, mais pas seulement ça, qu'on est obligé de garantir la liberté de recourir à l'IVG. Donc c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de l'interdire, c'est qu'on peut pas le restreindre de telle sorte que cette liberté, elle serait écrite dans la loi, mais en fait, elle serait plus garantie dans la réalité du monde. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas rien, c'est pas que symbolique. Vous savez, avant lundi dernier, on pouvait restreindre le droit à l'IVG en France. Il n'y avait aucune protection de la Constitution. Aujourd'hui, si le législateur veut restreindre le droit à l'IVG, eh ben, il y aura le Conseil constitutionnel pour lui dire non, en fait, vous ne pouvez pas. La Constitution vous empêche de le faire. Et donc ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même société. Une société qui permet qu'on revienne sur le droit à l'avortement, qui considère que c'est une option, on peut l'avoir ou pas l'avoir, et une société qui considère que c'est une condition de la démocratie. Vous pensez que cette inscription dans la Constitution pourra vraiment protéger les femmes si un gouvernement anti-avortement arrive au pouvoir, du coup? Oui, parce que si vous voulez, l'intérêt depuis le départ d'introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est assez simple, c'est que c'est plus difficile de changer la Constitution que de changer la loi. Changer la loi, c'est assez simple, surtout en France. Voilà, il suffit d'avoir une majorité dans l'hémicycle au moment où on vote pour pouvoir changer la loi. Donc, une loi qui reviendrait sur le droit à l'IVG, si on avait une majorité au Parlement pour le faire, eh bien, ce serait possible de le faire. Pour changer la Constitution, c'est plus difficile. Vous devez avoir une majorité dans les deux chambres qui ne sont pas élus en même temps. Donc souvent, il n'y a pas la même majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est déjà pas facile de se mettre d'accord dans les deux chambres. Vous devez vous mettre d'accord sur exactement le même texte. Et ensuite, une fois que vous êtes mis d'accord, vous devez être capable de réunir les 3/5 du Congrès. Franchement, c'est pas une protection absolue. Évidemment que dans le pire des scénarios, on pourrait imaginer qu'on soit capable d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat et 3/5 au Congrès qui voudraient détricoter le droit à l'IVG. Mais enfin, c'est quand même très, très difficile à faire et surtout beaucoup plus difficile à faire qu'avant qu'on le mette dans la Constitution. Après, bien sûr, il peut toujours y avoir un coup d'État, une dictature, etc. Bon, mais les constitutions, elles sont là pour régler les affaires démocratiques et c'est en fait la meilleure protection qui existe dans une démocratie. Malgré cette inscription dans la Constitution, on le sait, hein, le droit à l'avortement reste fragile en France. Ouais. Le planning familial pointe du doigt un manque d'infrastructures, de Ouais. praticiens et une désinformation de plus en plus présente, notamment auprès des jeunes sur les réseaux. Comment on fait pour se battre face à ces obstacles? Ouais, alors je crois qu'il y a 2 points. Le premier, c'est un problème d'égalité d'accès à l'IVG. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France l'état législatif du droit qui est assez il existe mieux, mais bon, globalement, le droit à avorter existe, mais l'effectivité de l'accès à ce droit est très inégale en fonction de où on habite en France. Je le disais tout à l'heure, il y a environ 20% des femmes qui, en France, pour avorter, doivent aller dans un autre département. Il faut voir les contraintes que ça implique, hein. Ça veut dire aller faire peut-être 100 kilomètres avec sa voiture, aller-retour, peut-être 2 fois, devoir prendre un arrêt de travail. Bon, c'est compliqué. Et donc, la première chose à faire, c'est de réinvestir dans les services publics, notamment les services publics de santé, pour pouvoir réparer la question des déserts médicaux et s'assurer que dans tous les départements de France, on ait un accès égal, qui est des centres de santé, des médecins, des sages-femmes qui puissent, et puis aussi qu'on ait un système de production des médicaments qui évite les pénuries, par exemple, qu'on a eu Comme ça a l'année été le dernière, cas, voilà, ouais. du misoprostol. Voilà, l'accès à l'IVG, comme l'accès aux soins de santé en général, c'est tout un écosystème. Donc ça, c'est la première chose, ça nécessite des moyens.
de l'argent. Et donc ça se vote, et c'est le parlement qui vote ça au moment, de l'adoption du budget. Le deuxième frein qu'on a, c'est effectivement, vous en avez parlé, une une attaque assez importante en France, une offensive assez importante qui existe dans tous les pays. Mais la France en est particulièrement, la cible, de groupes, anti-droit et anti-choix qui, s'organisent énormément sur les réseaux sociaux et qui visent notamment les jeunes. On constate par exemple que, sur Instagram, à peu près 20 des réels qui sont, publiés à propos de l'avortement sont des réels anti-choix et anti-droit. C'est énorme. Que beaucoup de gens se retrouvent à voir des publicités sur Facebook, sur Instagram, anti-IVG, alors que ces personnes-là n'ont même pas fait de recherche sur l'avortement. On se rend compte aussi que, sur les moteurs de recherche, si vous êtes enceinte et vous souhaitez interrompre votre grossesse, ou bien vous savez pas trop et vous cherchez des informations. Si vous cherchez sur internet, IVG, info, machin, vous avez de grands risques de tomber sur un site qui se fait passer pour un site d'information et qui en fait est un site, contrôlé par des personnes anti-choix qui vont en fait essayer de vous dissuader d'avorter. Et ça, c'est illégal, c'est un délit, ça s'appelle le délit d'entrave. Et pour résoudre ça, il faut à la fois, bien sûr, se défendre contre ces attaques, en réparant les failles législatives, dans la régulation, notamment des algorithmes et du numérique. Mais aussi, je crois qu'il nous faut enfin une vraie campagne, non pas seulement défensive, mais offensive des pouvoirs publics, pour donner les clés aux gens, pour les aider à reconnaître quand ils sont sur un site vraiment d'information et quand ils sont sur un site militant anti-IVG. Ces sites sont très malins, ils reprennent parfois les codes des mouvements, pro-choix. Pendant, tous les débats sur l'introduction de l'IVG dans la Constitution, on a eu beaucoup, beaucoup de lobbying, auprès des parlementaires de groupes anti-choix qui reprennent parfois des images, les couleurs, Women for Choice, et en fait, des groupes anti-IVG et c'est pas toujours facile pour les gens de les reconnaître. On va revenir sur une polémique purement politicienne. On a reproché au Premier ministre Gabriel Attal de vous invisibiliser dans son discours. Il n'a pas cité votre nom et votre travail dans ce combat pour faire entrer l'IVG dans la Constitution. Est-ce que ça vous a choqué? Je vais vous dire la vérité. Mais oui, on est là pour ça. Ouais, en fait, je m'en fiche un peu. En fait, depuis le départ, moi, j'ai toujours su que pour réussir cette bataille, pour qu'on gagne à la fin, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est pas que Gabriel Attal me cite, je m'en fiche. C'est qu'on mette l'IVG dans la Constitution. Pour gagner ça, il fallait absolument que beaucoup de gens de différents camps politiques puissent se retrouver dans cette bataille et se l'approprier et qu'au fond, ce soit pas, appropriable par l'un ou l'autre des camps. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop d'être cité par le Premier ministre, je m'en fiche. Après, je lui laisse l'indélicatesse de son choix. Il pouvait être à la hauteur du moment et de ce vote, qui était un beau vote et un moment, de rassemblement de la société française. Bon, il n'a pas trop été, c'est son problème, c'est pas le mien. Vous vous définissez comme féministe, lesbienne, queer et antiraciste. Les personnes trans se sont inquiétées un temps que l'IVG dans la Constitution s'adresse uniquement aux femmes. Mais le Conseil d'État a précisé que ni l'état civil ni la nationalité ne feront obstacle à cette liberté garantie. Vous nous confirmez donc que les personnes trans ou non binaires auront accès à l'IVG? Ouais, alors, je vous remercie d'abord de m'interroger là-dessus parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. D'abord, je voudrais dire aux personnes trans qui nous écoutent que je regrette profondément que cette formulation, ne soit pas à la hauteur de ce point de vue-là et que je sais qu'elles se sentent pas pleinement, représentées par la manière dont c'est écrit et que c'est une violence qui franchement, était, qu'on aurait pu éviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière dont se sont passés les débats, pourquoi on se retrouve avec cette phrase et pourquoi on se retrouve avec le mot «femme» qui, d'un point de vue légal, n'a aucun intérêt. Et il faut le dire, si on avait écrit la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse plutôt que la liberté de la femme, franchement, c'était pareil. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas enfin le pire, on n'a même pas fait ça parce qu'il y a eu, au Sénat, une volonté d'exclure les personnes trans. Vous savez, le pire, c'est qu'en fait, les sénateurs, ils savent même pas
qu'il y a des personnes trans qui ont besoin d'accéder à l'IVG. C'est un angle mort. Et moi, quand je leur expliquais qu'il y avait des hommes trans ou des personnes non binaires qui existent comme les autres et qui ont autant besoin d'avorter, ils me regardaient avec les yeux, qu'est-ce que tu veux dire des hommes qui... Bah oui, oui, en fait. Et d'ailleurs, j'ai demandé à la Caisse nationale d'assurance maladie combien de personnes ça concerne. Il y a environ une cinquantaine d'hommes trans qui ont recours à l'IVG selon l'assurance maladie tous les ans. Bah, ces personnes, elles existent comme les autres et elles doivent être reconnues comme les autres et avoir les mêmes droits que les autres. Donc je voudrais d'abord dire que voilà, je le regrette, j'aurais aimé que ce soit différent et je trouve qu'on a créé la frustration et la souffrance vraiment pour rien. Maintenant, sur le fond, moi, je m'étais beaucoup mobilisée justement pour qu'on ait un éclaircissement du Conseil d'État. Le Conseil d'État, quand il rend un avis sur un projet du gouvernement, il interprète les conséquences juridiques que ça va avoir. Et donc, c'est très rassurant que le Conseil d'État ait clairement écrit noir sur blanc que cette formulation couvrait toutes les personnes ayant débuté une grossesse qui avaient besoin d'avorter, quel que soit leur genre et leur état civil. Voilà, donc maintenant, c'est un peu une absurdité puisque on dit que là, on a écrit femme, mais ça concerne aussi les hommes, bon, trans. Et puis, dans d'autres domaines de la loi, notamment l'accès à la PMA, on considère que c'est l'inverse. Les personnes trans ne peuvent pas y avoir accès. Donc, il y a quand même une incohérence totale. Voilà, que je regrette beaucoup. Mais en tout cas, sur le fond, oui, cette formulation protège toutes les personnes qui ont besoin d'avorter, quelle que soit leur identité de genre. Vous vous battez aussi pour les droits des personnes LGBTQ+. Est-ce que vous pensez que la France fait assez pour elles en ce moment ou est-ce que vous avez de nouveaux combats à mener? Non, il reste beaucoup de choses à faire, notamment sur la question alors, des droits des personnes trans, des droits des personnes non binaires, des droits des personnes intersexes, qui sont aujourd'hui, je pense, les personnes pour qui on sait, dont les intérêts ont été les moins bien défendus. On a encore, pour ce qui concerne les personnes trans, des procédures à la fois de modification de l'état civil qui sont très humiliantes et complètement ridicules, puisque en France, on doit passer devant un juge. Enfin, c'est un juge qui doit juger qui vous êtes. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je vis entre la France et la Belgique. En Belgique, c'est vous qui dites en fait qui vous êtes. Et puis, c'est une procédure purement liée à l'autodétermination. C'est vous qui dites. Et bon, après, on enregistre ce que vous avez dit. En France, il y a un juge qui va... vous voyez, c'est quand même extrêmement étrange. Les Valider si personnes... vous êtes un homme ou une femme. Voilà, quelle est la compétence d'un juge pour dire quelle est votre identité de genre, surtout que on n'a jamais demandé au juge de certifier que les personnes cisgenres sont bien qui elles sont. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante de modifier cette procédure. Il y a aussi de grands problèmes d'accès aux traitements, aux soins de santé pour les personnes trans. C'est très difficile, même quand on a l'autorisation avec le remboursement, etc. Il y a des délais parfois qui sont très, très, très longs et donc des personnes qui vont à l'étranger pour faire certaines opérations parce qu'elles sont dans la souffrance et qu'elles ne peuvent pas attendre des années. Voilà, donc ça, c'est un grand problème. On a, chez les personnes intersexes, beaucoup de travail à faire. On a toujours aujourd'hui en France des bébés qui naissent, qui vont très bien, mais juste, en fait, la société considère que, le corps, de ce bébé ne correspond pas, aux standards qu'on a décidés comme ça pour la société et donc qu'on mutile sans aucune raison médicale, et qui vivent ensuite de grandes souffrances. On a un peu amélioré la législation, mais dans l'application, on est toujours très, très loin du compte. Et évidemment, les personnes non binaires, là, en fait, on n'a même pas reconnu qu'elles existaient encore. Donc, si vous voulez, on est très loin. Donc voilà, ça reste... on a fait des progrès sur les personnes lesbiennes et gays. Mais on a encore, sur les personnes trans, les personnes non binaires, sur les intersexes, beaucoup de travail à faire. Vous aviez notamment mis en avant le harcèlement homophobe vécu par certains élèves à l'école, des élèves qui se sont suicidés comme Lucas. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a enfin pris la mesure du fléau? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que il y a beaucoup à faire pour, si vous voulez, la violence du harcèlement qui sévit à l'école, c'est le reflet de la violence qui est dans la société. Donc, quand on est dans une société où les représentations hétérosexistes, homophobes, transphobes
persiste, bah, elle se retrouve à l'école. C'est la même chose avec les autres types de violences, avec le racisme, avec le sexisme, et cetera. Ça transpire à l'école. L'école, elle est dans la société, c'est pas un endroit, comme ça, isolé de la société et donc la toutes les représentations qui fleurissent partout d'homophobie, de transphobie, elles se reflètent dans la société. C'est pour ça que moi, quand il y avait eu notamment ce jeune Lucas qui s'était suicidé, ce qui est terrible, hein, c'est le signe que bah, voilà, il y a des enfants qui n'arrivent pas à imaginer la vie qu'ils pourraient avoir, qui serait bien. Et donc, ils imaginent plus de vie du tout. Et c'est pour ça que moi, je m'étais à ce moment-là attaquée à la droite, qui a eu la responsabilité de faire monter l'homophobie en France. Toutes les manifestations contre le mariage pour tous, la manif pour tous, etc., ça a fait grimper l'homophobie. Et après, oui, il y a des enfants qui se disent mais je vois pas en fait de perspective heureuse de ma vie adulte. Et donc, j'arrive pas à l'imaginer du tout. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai fait le choix, comme élue, de visibiliser le fait que je suis lesbienne. Je le faisais pas tellement avant d'avoir des responsabilités politiques, parce que je voyais moins l'importance. Mais quand j'ai été élue, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse parce qu'il faut que je montre justement à tous ces jeunes que voilà, cette vie-là, elle est possible. Ils veulent pas tous devenir sénatrices écologistes, hein, mais voilà, on peut avoir une vie, l'assumer, être heureuse, avoir une compagne, machin, et c'est une vie possible. C'est peut-être pas cette vie-là que vous voulez, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous projeter dans un monde, et si moi je fais ça, vous pourrez faire autre chose. Mais c'est pour ça que je le fais, quoi. C'est aussi pour tous ces jeunes qui souffrent de pas arriver à voilà, imaginer une vie heureuse en étant qui ils sont. Merci beaucoup Mélanie Vogel d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes sénatrice écologiste. À bientôt. Merci à vous.